Mon père Jean-Hugo avait une conscience aiguë de la fragilité de la terre. Ces paysages sont des icônes représentant la pureté de la nature. À la question « Quelle est la signification de votre peinture ?», il répondait « Je tente de peindre le reflet du paradis sur terre ». Déplorant la destruction que l'homme moderne inflige à la planète, il déplorait la société de consommation dans laquelle nous vivons. Il pratiquait lui-même le recyclage bien avant qu'on en parle. Il allait au marché de Lunel avec un cabas en paille et refusait les sacs en plastique. Pour réutiliser les enveloppes, il collait des petits morceaux de papier sur l'adresse et le timbre. Les petites boîtes de médicaments en métal étaient peintes et devenaient des objets précieux. Les papiers enveloppant nos cadeaux de Noël étaient soigneusement pliés afin de les réutiliser l'année suivante, ainsi que les étiquettes, les rubans et les ficelles étaient enroulés et gardés dans une boîte. D'année en année, nous les reconnaissions sous l'arbre de Noël. Pour cela, le scotch était interdit. Le brouillon d'une lettre au maire de Lunel, trouvé à l'atelier, témoigne de la préoccupation que lui causait le nombre croissant des voitures. Monsieur le maire, on me parle d'un projet d'élargissement d'une route sur le territoire de la commune de Lunel. Ce projet me paraît contraire à l'intérêt public. En effet, qui ne voit que la circulation des voitures automobiles s'est accrue à un point que bientôt elle sera paralysée. On ne peut déjà plus s'arrêter où l'on veut. Élargir les routes ne fait qu'encourager la multiplication des voitures automobiles. Il serait plus raisonnable d'entraver leur circulation. Si votre municipalité a, comme on me l'a assuré, des crédits disponibles, elle pourrait les consacrer à la plantation d'arbres au milieu du boulevard Lafayette et des grandes routes qui aboutissent à Lunel. Cela aurait, entre autres, l'avantage de diminuer le bruit et d'augmenter la salubrité de l'air. J'ai toujours eu une terreur des serpents. Et là, dans mes promenades, c'était toujours vraiment ma terreur. Et donc cette ferme, il y avait des travaux, elle avait été abandonnée pendant longtemps. Donc il y avait des maçons. Et le maçon s'appelait Monsieur Muret. Muret, mais là-haut, dans l'Aveyron, il prononce les T à la fin, Muret, Monsieur Muret. Et c'était un grand gaillard. Et un jour, en retournant une pierre, il y avait des bâtiments qui s'étaient un peu éboulés, et il retourne une pierre et il y a une vipère. Et Monsieur Muret part vite prendre un manche de pioche pour la tuer. Mon père était là et il arrête d'un geste. Il dit non, regardez comme elle est belle. Et la vipère s'en va. Et moi, c'est un souvenir qui m'est resté, mais très vif dans ma mémoire, ce respect du vivant. Il avait cette attitude-là vis-à-vis de tout, ce que maintenant on appelle la biodiversité, mais les insectes, les serpents, et donc cette notion qu'il n'y a pas de nuisible, comme il n'y a pas de mauvaises herbes. Et c'est pour ça que Victor Hugo, il n'y a pas de mauvaises herbes, il dit il n'y a pas de mauvaises herbes avec des mauvais jardiniers. Mais ça, c'était une allusion à l'éducation aussi. Et ça, c'est vraiment cette attitude qu'avaient ces deux maîtres à penser, Victor Hugo et mon père, vis-à-vis de la nature. Ils avaient ce respect extraordinaire, profonde vénération de tout ce qui est vivant. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut transmettre maintenant. Avec la récente disparition de Bernard Pivot, j'ai pensé à son émission Apostrophe, à laquelle il avait invité notre père. J'étais présente là avec papa. Nous étions à Paris chez des amis et je l'ai accompagné rue Cognac-G pour cette émission. Il note dans ses carnets à 9h rue Cognac-G.
La télescopie ou longévision est établie sur l'emplacement occupé jadis par Magic City. Il fut accueilli par Bernard Pivot qui l'installa à sa droite. Bernard Pivot était très très bienveillant avec mon père, il lui a posé des questions et mon père lui répondait, mais il a très très peu parlé en fait. À un moment donné, il lui a parlé de football, pas tellement le sujet de Jean-Hugo. D'autres personnes étaient invitées bien sûr, et parmi ces personnes, il y avait le jeune Éric Neuhoff. Et j'ai trouvé que c'était assez impressionnant de voir d'un côté mon père qui était très très âgé et le jeune Éric Neuhoff, jeune écrivain journaliste. Le lendemain, en se promenant dans la rue, une dame l'a reconnue. Et mon père écrit dans ses mémoires « Comment ne pas être épouvanté par la puissance de cette lanterne magique de Magic City ?» Mon père, à la fin de la journée, parce qu'il passait sa journée dans l'atelier, il venait pas déjeuner avec nous à midi parce que nous étions trop nombreux et bruyants et ça l'ennuyait. Donc il passait la journée dans son atelier et quand il n'y avait plus de lumière du jour, parce que il n'avait pas d'électricité dans son atelier, il rentrait. Et je le vois arriver avec sa veste, sa grosse veste en velours jaune clair, toute pleine de peinture. Et il arrivait et il montait dans sa chambre pour se changer. C'était un rituel, il se changeait, il mettait son petit nœud papillon et toujours un mouchoir parfumé dans sa veste. Et il descendait dans le petit salon, parce que nous avions 2 salons, le petit salon et le grand salon. Et nous utilisions surtout le petit salon. Et donc il s'installait là pour lire. Si on avait envie un petit peu de le voir, pas de lui parler, parce qu'en fait il lisait, puis c'était pas un bavard. Moi ce que je faisais, parce que j'adorais lire aussi, je descendais, puis je lisais à côté de lui. Sinon, donc il y avait 2 cloches pour le dîner. La première cloche, on devait se changer. Il fallait mettre une robe le soir, parce que ça lui faisait plaisir, alors on le faisait. Il fallait pas arriver en pantalon, il fallait mettre une jolie robe. Et puis la deuxième cloche, 10 minutes après, il fallait qu'on se mette à table. Il fallait absolument pas qu'on arrive en retard. Il n'aimait pas du tout ça. Donc, on passait tous en même temps à table. Et c'était une grande table ovale, autour de laquelle nous pouvions être une vingtaine. Mais bon, elle était réduite à 8 lorsque nous étions pas trop nombreux. Papa et maman étaient en face. À côté de papa, il y avait toujours la jeune fille ou la femme la plus âgée de l'assemblée. Alors, si mes sœurs aînées était absente, c'était moi qui étais à la droite de papa. Ou alors, s'il y avait une invitée, c'était l'invité. Et je me souviens que j'avais une copine qui venait très souvent et elle se retrouvait donc à droite de mon père et qui était très charmeur et qui lui versait tout le temps à boire du vin et tout ça. Et à 15 ans, on boit pas, alors c'est un peu pompette, elle en garde quand même de très très bons souvenirs. Et donc à table, voilà, le repas se déroulait. Et puis à la fin du repas, donc si c'était un anniversaire, ils chantaient les vieilles chansons françaises, les petites mains des femmes, ou maman réclamait toujours une chanson très triste d'un pauvre marin. C'était un marin qui revenait de guerre et qui retrouvait sa femme, mais qui avait pris un autre mari. Et maman réclamait toujours cette chanson. Et si c'était pas un anniversaire, ils nous récitaient un vers, un poème, et il nous demandait de qui c'est. Et nous tous, en chœur, on disait Victor Hugo, évidemment. Et c'était un piège, c'était pas Victor Hugo. Alors, il disait, bah oui, bande d'ignards. Mais qu'est-ce qu'elles vous apprennent donc, ces bonnes sœurs? Et chaque fois, on se faisait piéger. Parce qu'on savait pas, évidemment. Je le proclame, les mains de femme sont les bijoux dont je suis fou. Voilà, je vais vous raconter l'anecdote qui nous est arrivée. L'année de mon baccalauréat avec Léopoldine, mes parents avaient décidé de nous amener sur la Costa Brava. C'était une drôle d'idée pour les révisions, mais bon, eux c'était un petit peu leur genre, d'être un petit peu original. Et des amis leur avaient prêté une maison à Empurias. Donc nous voilà partis sur la Costa Brava. Ils décident d'aller au restaurant, le restaurant connu de Figueras, chez Duran.
On s'installe et au bout d'un moment, papa s'aperçoit qu'au fond de la salle, il y a Dali. Il dit, nous irons le saluer après le déjeuner. Et donc après le déjeuner, nous allons le saluer. Il se lève, il reconnaît papa. Et très rapidement, il sort un petit carnet de sa poche et dit à papa, tu vois, je n'ai pas oublié. Et en fait, sur le petit carnet, il y avait un dessin de Diogène dans un tonneau. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que pendant la guerre, il avait demandé à papa de l'héberger au Mas, ici à Lunel. Et papa lui avait dit non, vraiment, je peux pas, c'est plein, j'ai les Allemands qui occupent une partie de la maison, vraiment, je peux pas te loger. Et Dali aurait répondu, mais c'est pas grave, je peux habiter dans ta cave, dans un tonneau. Voilà, l'entretien, le gars-là a trouvé que Dali nous regardait un petit peu trop de près, les jeunes filles que nous étions à l'époque. Donc, papa a salué et nous sommes partis. En 1967, notre père a participé à l'exposition universelle de Montréal au Canada. On lui avait demandé de présenter des pays en développement. Le Sénégal, la Tunisie, la Yougoslavie, Ceylan, Cuba et le Canada, mais cela pour des raisons diplomatiques. Il a donc peint des tableaux pour chacun de ces pays qui ont servi de maquettes pour l'exécution de toiles de très grand format. Pendant ce travail, qui a duré de longs mois, notre père nous a écrit des lettres toujours illustrées de jolies gouaches. Je vais vous lire celles que j'ai reçues. Ambassade du Canada, La Havane, Cuba, 21 juillet 66. Maléope. La dame qui admire mes tableaux m'a logé somptueusement à son ambassade. Elle me pose 1000 questions sur le Languedoc dont elle est originaire. Elle me fait manger de tous les fruits que produit en abondance cette île de Cuba. La mangue, qui est le plus délectable. Le zapote, qui est plat comme une pièce de monnaie. Le caimito, ni figue ni prune, mais vert comme la figue ou violet comme la prune. La nonne, ou chirimoya, gros comme un œuf d'autruche. Et le mamoncillo, pas plus gros qu'une bille à jouer. Mais il n'y a ni figue ni raisin, ce qui fait le désespoir de mon hôtesse languedocienne. Bonne fête de Saint-Victor Maléope, je t'embrasse. À vrai dire, notre père ne s'est jamais rendu à Cuba, ni au Sénégal ou ailleurs. Il s'est documenté dans des livres afin de représenter les paysages, la végétation, la faune, les fruits et légumes. Il a fait semblant d'avoir voyagé. Cette lettre est en fait entièrement fictive.